je suis Gia Carpenter, je vais présenter le présenteur cet après-midi. Mon français est terrible. Je vais. I'm going to make a Le mien mess. c'est pire, donc vous inquiétez pas. I'm going to make a mess of everybody's names in all the languages. Et aussi, je vais garder le script, especially for you. For me, you must be joking, JR. Alors, Pepe Carvalho est un philosophe et un poète. Il travaille sur les questions d'identité et de numérique. Il est professeur de culture numérique à haute étude de la technologie, l'information et de communication de Montreuil. Et vas-y, Pepe. Merci bien. Qu'est-ce que c'est que ces gestes? Or, si il y a 10 ans, je rencontrais quelqu'un, si je croisais quelqu'un au milieu de la rue en train de faire ça, je pouvais penser qu'il s'était collé les doigts, qu'il était en train justement donc de... Alors qu'aujourd'hui, si on croise quelqu'un en train de faire ces gestes-là, on est sûr que cette personne est en train de zoomer. Ces gestes-là, n'est qu'un de plusieurs gestes qui prolifèrent dans la culture numérique, qui est une culture aussi parce qu'elle produit, elle comporte des gestes nouveaux. Mon hypothèse donc fondamentale ici, c'est que l'habitabilité des espaces photocartographiques numériques, cette habitabilité qui est aussi une domestication, eh bien ça s'avère comme une infrastructure, comme une inflorescence de gestes, comme une panoplie, comme une domestication de posture. Les gestes, c'est l'homme, écrit tout simplement juste. On est dans le monde sous la forme de gestes et nous habitons les espaces que nous habitons à travers des gestes parce que les espaces eux-mêmes se donnent comme étant infrastructure de gestes, comme étant ponctués par des gestes. Aujourd'hui, ces gestes, les gestes de la culture numérique, gestes d'effleurement, gestes de glissement, gestes de caresses, gestes de toucher, intègrent un autre geste fondamental pour la production de l'espace urbain, c'est-à-dire les gestes du flâneur, les gestes de la flânerie, considérés comme gestes performatifs par excellence, parce que ça perturbe et produit à chaque fois un ordre différent. Aujourd'hui, donc, ce colloque m'offre la possibilité, pour la première fois, de partager l'obsession que j'ai pour la toponomastique, c'est-à-dire pour les noms de rues et pour tout genre d'écriture urbaine, écriture qui se dépose, qui s'étale sur n'importe quel support. La cartographie numérique nous apprend que la ville était déjà une série de couches d'écriture. La ville, l'espace sacré du flâneur, comme le dit Benjamin, la ville est produite par deux strates, par des couches d'écriture qu'ici je vais essayer de découvrir et d'observer avec vous. En général, les gestes façonnés par l'outillage numérique, ce sont des gestes qui interpellent d'abord notre peau, la peau. Comme disait Paul Valéry, la chose la plus profonde de l'être humain. Les gestes, donc, c'est une histoire de peau. Nous sommes, comme l'écrit un philosophe contemporain que vous connaissez peut-être, Pierre Souluguez, nous sommes dans notre corps, c'est-à-dire nous sommes sous notre peau. La peau étant une coupure, la peau étant avec la main, donc, de nouveau, les facteurs d'un geste qui est éminemment un geste de fiction
on ne peut pas avoir des fictions là où il n'y a pas de coupure, là où il n'y a pas d'interruption, là où il n'y a pas d'interférence. Les choses les plus intéressantes, l'écrit François d'Agognay, se passent à l'interférence des autres choses. Et, la personne que vous voyez dans cette photo-là est à l'interférence de plusieurs choses. La photo a été prise en Bavière, la ville de Augsbourg, où, suite à plusieurs incidents, ils ont vissé au sol le feu rouge pour les piétons. Il y a donc une institution qui assume comme étant de l'ordre de l'évidence que notre manière de marcher aujourd'hui a changé. C'est-à-dire qu'on ne marche plus comme ça, on marche comme ça. Et donc, ça ne sert plus à rien un feu rouge vertical. Il me faut, j'ai besoin d'avoir un feu rouge vissé au sol, du fait donc en sorte de pouvoir l'apercevoir grâce à ma vue périphérique. Je viens de le dire, notre existence s'articule comme un système de gestes, comme un système de gestes qui sont gestes à la fois de déambulation et d'écriture. Aujourd'hui, nous écrivons tout étant en train de marcher. C'est pourquoi il faut faire gaffe lorsqu'on traverse la rue. Dans cette performance, qui est donc la performance de la déambulation, la performance de la marche, mais aussi la performance de l'écriture, la main, comme l'écrit encore une fois Castelnuguez, la main est l'organe du possible. C'est la main qui ouvre au champ des possibles, parce que c'est à travers ma main que je peux voir ce qui est en train de se passer grâce au mouvement de mes doigts. Ces gestes donc d'effleurement, ces gestes de glissement, ces gestes qu'on fait en fait du bout, non, des doigts, deviennent des gestes, des moments de plongée, d'exploration, d'extension d'un moi qui devient une sorte de moi cartographique, étant donné qu'on intériorise la logique spatiale et la mise en scène du médium qu'on utilise. L'anthropologie culturelle et historique de Christoph Wulff souligne justement l'importance du mouvement comme ce qui contient bien davantage que la situation qu'il donne à voir. Et ça, on fait cette expérience très simple lorsque justement on zoome sur n'importe quelle carte et que l'échelle change, et donc selon ce changement d'échelle, je viens savoir que dans mon quartier, il n'y a pas que 15 restaurants qui font du couscous, mais il y en a 25. Et si je plonge encore, je sais qu'il y en a 43. Et si je plonge encore, je suis finalement dans le restaurant et il faut faire la commande. La ville elle-même est produite par nos mouvements, hein, par les mouvements des passants, par les mouvements de ceux qui marchent, selon ce que Olivier Mongeon définit grammaire générative des jambes. Hein. Donc il y a une grammatisation des espaces qui se fait à la fois et en même temps à travers nos jambes, qui sont aussi, on pourrait dire avec la main, organes qui ouvrent au champ de possible, et qui se fait avec notre écriture. Là, on est en Chine, où ils ont scindé en deux, vous voyez, des trottoirs, une piste étant réservée à ceux qui marchent comme ça, et une piste est réservée à ceux qui ne le font pas. Là encore, on est à Stockholm, où ils ont inventé ces signaux de danger. Les dangers, attention, c'est pour ceux qui conduisent leur bagnole. On est dans un quartier d'étudiants, on dirait même un quartier bobo si on était à Paris, où apparemment les gens marchent bizarrement de cette façon. La ville qui donc est une ville corps, hein, est une ville corps. La rue fait l'histoire du corps, c'est Daniel Pennac qui l'écrit, et Mongeon aussi parle d'une rythmique corporelle comme étant un facteur qui
qui produisent des effets de ponctuation, qui sont donc des effets spatiaux. Qu'est-ce que c'est qu'une ville? Qu'est-ce qu'est une ville? C'est une des questions que se pose Georges Perec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître une ville? Comment peut-on dire qu'une ville est belle, qu'une autre ville est laide? Moi, je propose de lire la ville. Ce que j'ai fait, c'est pourquoi j'ai parlé d'une obsession pour la toponomastique et pour tout genre de plaques et supports d'écriture. Les premiers rapports que j'ai avec une ville, la ville où j'habite, Paris, les villes où je me rends de temps en temps, c'est un rapport qui passe éminemment à travers les écritures. Donc, à travers une écriture qui semble s'inspirer du début, d'un célèbre début d'un ouvrage d'Italo Calvino, on peut lire, donc c'est la ville qui parle, qui dit « Passant, arrête-toi » pour dire aux passants que c'est là qu'avait été fondé le cabaret du chat noir. On peut savoir où certains poètes vivaient et où certains poètes sont morts. On peut savoir aussi qu'un certain Zbigniew est mort, un clochard qui habitait pas loin de la gare du Nord, et qui donc, on peut se rendre justement près de la gare du Nord pour lui rendre hommage. Et encore, j'ai trouvé la félicité. La félicité, ça se cache derrière un feu rouge dans le 17e. Dans le 17e à Paris, alors que la Piazza dell'Amor Perfetto, c'est à Gênes, et ça s'appelle la place de l'amour parfait. L'amour parfait ayant été l'amour entre le roi Louis XII et Tommasina Spino. Là, elle était la fille d'une très importante famille de la noblesse de la ville de Gênes. Elle pensait que Louis XII, dont elle était amoureuse, venait de mourir, parce que donc ça circulait cette fake news selon laquelle Louis XII était mort. Plusieurs fois, on avait annoncé la mort de Louis XII, un peu comme avec Johnny Hallyday. Et donc, elle était morte, elle était morte par la douleur. Et quand le roi Louis XII se rend à Gênes et qu'il vient savoir qu'il ne la trouve plus, c'est là qu'il dit ça pouvait être un amour parfait. Et donc, la place s'appelle la place de l'amour parfait. Alors que là, on est chez moi, en Calabre, histoire de jalousie, histoire de tromperie, histoire de cornes. Donc, il y a une femme qui écrit « Désormais, il n'est qu'à moi, pauvre raté que tu es », et l'autre qui répond « Oui, mais toi, tu as des cornes ». Donc, la réponse, c'est un vers. Donc, vous voyez, ce sont deux personnes qui sont allées là pour s'écrire en des moments différents. Donc, il y a un même support qui, sur lequel, pour ainsi dire, précipite une sorte de décalage, de déphasage temporel. À Lisbonne, la rue des Douradores, la rue où est né Fernando Pessoa, qui de cette rue disait quand je me dis que je partirai jamais de cette rue, ça me semble l'éternité. Cette rue contient pour moi tous les sens des choses, la solution de tous les énigmes. Et encore une rue fondamentale, disons, dans un certain imaginaire de flânerie, c'est la perspective à Nevski, à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, là, en cherchant justement des captures d'écran de la perspective à Nevski, je suis tombé sur une ville aux États-Unis qui s'appelle Perspect. Et donc, j'ai vu que là, c'est au Kentucky. Comme moi je fume entre autres la pipe, et donc c'est une région qui est très 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 bonne pour les tabacs, et donc je fais toute une recherche hier, et donc c'est intéressant cette forme d'errance dans les cartographies, dans les vidéocartographies numériques. C'est parfois l'intérêt d'une faute de frappe, non? Il suffit d'une faute de frappe pour tomber sur un autre lieu. C'est pas ce qu'on cherchait, mais dès qu'on l'a trouvé, ça devient en fait ce qu'on cherchait. De cette rue, Gogol dit
qu'une personne croisée ici sera moins égoïste que si on rencontre rue Morskaya ou rue Gorochovaya. Dans cette rue, il y a comme un air de promenade. Aucun bureau ne peut donner des informations si fiables que ne le fait la perspective Nevsky. Or, la rue, ça n'a pas été toujours un espace public, parfois c'était un espace, et il y a encore des voies privées. Là, dans le 9e, c'est un passage très très étroit, le passage Briard, l'ancien propriétaire de la voie. Alors que là, rue Malard, on est dans le 7e arrondissement de Paris, c'est le nom du propriétaire de la partie de la voie ouverte en 1816. C'est-à-dire on s'en fout du propriétaire de la partie que lui, le salaud, n'a pas ouvert. L'importance de l'open access. Oui, là par exemple, à Rome, la maison de Luigi Rossini, donc c'est affiché, c'est pas une affiche, c'est gravé sur du marbre, le fait que Luigi Rossini avait tout payé. Et que donc il ne fallait pas les merder en disant mais non, il y a encore. Non, c'est tout payé, c'est libero da ogni peso e canone, j'ai tout payé. Et il l'a fait graver sur le marbre, alors que là, de nouveau Lisbonne, des panneaux censés nous donner des renseignements sur la construction de ces bâtiments n'ont aucune information. Il n'y a que les deux panneaux de la vie, mais il n'y a pas les noms de l'architecte, aucune information, disons, concernant ces projets. Au bout d'un moment, il faut vendre. Et peut-être que c'était arrivé les moments pour les propriétaires de cette maison, qui d'ailleurs est devant le port de Syracuse. Donc je vous suggère de prendre note du numéro de téléphone, parce que c'est génial. Parce que là, vous avez la vue de ces balcons, c'est mieux de regarder de l'autre côté, c'est le port de Syracuse. Dans la ville, donc, flâner signifie donner l'impression d'une certaine indolence, alors que le flâneur, c'est pas du tout. C'est quelqu'un qui, comme le dit d'ailleurs Benjamin, a plutôt la vigilance d'un détective. Voilà, la flânerie, c'est de la vigilance. Hein, c'est de la vigilance. Et en plus, c'est un geste dont la portée politique n'est pas du tout négligeable, parce que flâner peut signifier essayer d'échapper à la logique marchande de la ville, la logique selon laquelle si je sors de chez moi, il faut que j'aille quelque part. Sinon, pourquoi sortir en fait? Et d'ailleurs, Google Maps, c'est vrai que me demande de saisir une adresse. C'est comme ça que ça commence. Il faut saisir une adresse. Je dois avoir un but précis. Disons que l'errance de la flânerie, c'est une errance qui comporte une sorte de transgression par rapport à cette logique. Voilà, des choses merveilleuses qu'on peut lire. Là, on est dans le faubourg Poissonnière dans le 9e, à Paris, la maison où avait vécu Henry Heine, qui dit, si quelqu'un vous demande comment je me porte ici, dites alors comme un poisson dans l'eau. Ou plutôt, dites aux gens que lorsque dans la mer, un poisson demande à un autre comment il se porte, ces derniers répondent comme Heine à Paris. Tout ça, c'est gravé. Je m'excuse pour la qualité des photos, ce sont juste des photos prises avec mon smartphone. Il y a des écritures qui disparaissent. Il y a des palimpsestes complexes. Là, on est à Compiègne. Et donc là, il y avait une papeterie. Après, donc, suite à l'échec de la papeterie, un restaurant. Et aujourd'hui, il n'y a que l'écriture, la papeterie et restaurant. Alors que là, c'est un hôtel près de la gare de l'Est. Vous voyez ces écritures-là. Délabrées, consommées, presque décolorées, qui nous interpellent, et qui demandent justement la vigilance du détective dont parlait Benjamin. Donc il y a des restaurants qui ne sont plus là, il y a un restaurant qui évidemment a une un très long futur là devant, étant donné qu'il est là depuis 2016. Mais qui pense déjà, là on est rue du Faubourg Montmartre, qui pense que c'est déjà arrivé en fait les moments
de le dire. Et puis, la gastronomie de l'œil, non, la fanerie, c'est ça, hein, Honoré de Balzac entendait comme de la gastronomie de l'œil, et parfois, donc, au bout d'un moment, il faut manger. Et voilà, dans la ville, on sait que le vendredi 4 novembre, la tartiflette est de retour. Et que le Beaujolais vient d'arriver, et qu'il y a des tripes, peut-être, dans la rue Tripière ou Carrière Tripière, selon la toponomastique bilingue de Toulouse. Or, lorsqu'on marche dans la ville, on habite en même temps plusieurs espaces. Et donc, comme l'écrit un autre philosophe contemporain que vous connaissez peut-être, Marcello Vittorio Rosati, lorsque nous sommes en train d'évoluer dans la ville, nous sommes en train d'évoluer dans un espace qui est structuré aussi par des protocoles, et par des plateformes, et par des liens, et par des avis, et par, disons, des expériences qui sont des expériences dont les clients d'un restaurant peuvent voilà, nous raconter sur TripAdvisor, par exemple. Et donc, être à Paris, écrit-il, en regard, c'est situé dans un espace où les murs, les bâtiments, l'architecture coexistent avec Google Maps. Voilà, c'est dans cette forme de coexistence qu'on peut, disons, envisager l'interférence, l'intersection entre, dans l'expérience du flâneur, toujours, entre la carte et la rue. Là, par exemple, là, on est boulevard de la Chapelle, vente de tout produit et autres de toute nature. Mais c'est toujours fermé, ces magasins-là. Alors que là, à côté, on peut aller pour plusieurs, on peut se rendre chez ces messieurs pour demander, donc, qui est donc plombier, mais qui est capable aussi d'ouvrir des portes et qui vous donne une clé, la sienne peut-être dans une minute. Et on arrive à Rome. On arrive à Rome où c'est encore gravé sur les plaques des égouts Senatus Populusque Romanus. Donc, on est quand même à Rome, où on peut trouver des choses comme, on en parlait pendant la pause, là, moi j'ai enfilé mon téléphone dans l'intérieur d'une petite fontaine. Ça, c'est une petite fontaine à Trastevere, à Rome, où quelqu'un avait complètement haché, ça sont des papiers écrits, que les mecs, la femme, on ne sait pas, a eu évidemment, lui, le besoin de détruire, et après de s'en débarrasser vite fait, ici, dans l'intérieur de cette fontaine. Donc là aussi, il y a de l'écriture éparpillée, alors qu'il faut 1 euro pour éclairer les mosées de Michel-Ange, qui n'avait pas pensé, lui, en fait, à l'électricité. J'ai fini, on est encore à Rome, où j'ai pris en photo quelque chose comme une vingtaine de plaques qui remontent, qui sont des inscriptions sur un support presque toujours. Donc il s'agit des murs des bâtiments qui remontent au XVIIIe siècle. Donc là, per ordine espresso si proibisce di non potersi fare il mondezzaro avanti la facciata di questo palazzo sotto le pene contenute. Et donc, sur la façade de plusieurs palais à Rome, vous pouvez lire ces ordonnances. C'est là, c'est du 1743, mais il y en a, je vous dis, vraiment plusieurs. Après, donc, ils ont détaillé un peu les peines. Donc, c'était 10 scudi, et aussi des peines corporelles. Il faut arrêter, les gens de Rome, arrêtez de jeter la poubelle n'importe où. On vous demande de les faire dans un coin qui est dédié à cela. On est au milieu du 18e. On pourrait se dire, bon, les gens de Rome, finalement, auront compris ce qu'il faut faire. Pas du tout, parce que ça, c'est un papier, vous voyez, affiché par, comme ça, qui donc écrit aussi en anglais, Trastevere étant un des quartiers plus touristiques d'une ville qui est déjà, elle, aussi touristique, comme Rome. Et donc, on invite encore, donc 4 siècles plus tard, hein, on a besoin d'écrire aux gens, de demander aux gens de faire finalement un geste de politesse, par exemple, dans la rue des Gestes, qui est à Toulouse. Merci.